En fait, c'est parti d'un... Je me suis rendu compte il y a quelques mois que enfin, les gens avaient créé un concept de crise économique. Vous voyez, on dit c'est la crise économique pour justifier en fait pas mal de choses, pas mal de dégradations dans les rapports humains, etc. Et je me suis dit, on va pousser ce concept à l'extrême, ce concept de crise économique, et inventer en fait un concept de chaos comme ça planétaire lié comment dire, à une détérioration des rapports humains, à une accumulation de tensions, et en fait voir ce que ça provoque chez les gens. Et en fait, ce que ça provoque, c'est que les gens se servent de ce concept pour se déresponsabiliser, comme un peu on fait à l'heure actuelle avec cette notion de crise économique qui excuse pas mal de choses, à la fois chez les patrons, à la fois chez tout le monde. Oui, c'est ça l'idée en fait. Donc j'ai créé Chaosmos pour montrer que les gens, en fait, plutôt que de combattre une situation, on le vise de l'utiliser pour justifier une dérive de leurs principes. C'est ça l'idée. Après, ça a donné lieu à un grand délire romanesque où je suis greffé à Homère, enfin tout ça. Voilà. Alors la première partie s'intitule l'onde, la seconde l'ode, la troisième l'ordre. Et en fait, cette idée de créer un triptyque est venue en cours d'écriture, et je me suis dit que ce serait intéressant de créer une cohérence dans les titres, en fait, une cohérence phonétique qui soit, à laquelle on superpose évidemment une cohérence dans le propos. Et d'ailleurs, quand j'ai eu cette idée, j'étais vraiment content parce que j'ai senti que là, je tenais le truc, quoi. Parce qu'on a besoin, en fait, quand on écrit, de petits indices qui viennent de l'écriture elle-même pour conforter l'auteur dans sa démarche. Et là, quand un matin je me suis réveillé avec cette idée des trois titres à consonance phonétique un peu égale, j'étais content. Voilà. Et alors, donc les trois parties parlent des trois phases de développement du chaosmos, en fait. Il y a une phase plus liée à notre époque, liée à l'idée justement de crise économique, d'augmentation des tensions à l'intérieur des individus et des sociétés. Donc on voit la détérioration des rapports humains dans la première partie. Dans la deuxième... Donc là c'est plus une première partie à teneur sociologique, un peu, je pourrais dire à la Houellebecq ou à la Zola. Et alors la deuxième partie s'intitule l'Ode, et en fait c'est une biographie écrite par un écrivain repenti. Alors en fait, ce que j'appelle un écrivain repenti, c'est un écrivain qui n'a plus le droit d'écrire du fictionnel, du romanesque, parce que le chaosmos imprègne tellement les existences, les condamne tellement à la survie immédiate, qu'il n'y a plus cette distance qui était nécessaire avant pour l'écriture, pour la création de romanesque, la distance entre soi et le monde, ou entre soi et soi. Le chaosmos fait de chaque individu à la fois une proie et un prédateur, et l'imaginaire est détruit par cette proximité immédiate entre l'individu et la prochaine seconde à vivre, une seconde qui est terrifiante, qui est meurtrière, etc. Donc il n'y a plus d'imaginaire, plus de romanesque, c'est la fin de la littérature telle qu'on l'a connue jusqu'à présent, et c'est la naissance donc de la biographie, et de la biographie comme seul recours possible, une biographie qui se met au service du chaosmos. Qui ne respecterait pas cette règle de retranscrire fidèlement le chaosmos est immédiatement assassiné par le chaosmos lui-même, en fait, qui est en fait une puissance qui génère sa propre légende et qui veut que sa légende soit retranscrite telle qu'elle, sans innovation, sans que nul individu ne mette de lui-même dans cette légende. Et donc la deuxième partie s'appelle l'Ode. Donc là c'est un clin d'œil à Homère, et puisqu'en fait l'écrivain repenti qui écrit l'Ode, en fait écrit cette ode dans l'espoir de pouvoir redémarrer une vie nouvelle en offrant au chaosmos
le plus beau, voilà, le plus bel hommage qui soit. Et en fait, et donc à travers cette ode, nous voyons ce qu'est le Chaosmos de 2040, enfin, voilà, en 2043. La troisième partie s'appelle l'ordre, et là ça se passe 8 ans plus tard. Et là, c'est plus à l'acadique en fait. C'est la troisième partie un peu plus théorique, c'est voir quel antidote on peut apporter au Chaosmos, et voir, en fait, on voit dans la troisième partie des individus qui renoncent à se laisser contaminer par le Chaosmos et qui décident de faire face, et c'est ce que j'ai appelé les francs-tireurs humanistes, et donc on voit leur mode d'organisation, et leur but c'est de réinstaurer ce qu'ils appellent la joie fondamentale d'exister par-delà les contingences, c'est-à-dire c'est un message d'espoir, et en fait on les voit combattre, on les voit lors d'une mission qui sert à récupérer l'Ode. L'Ode en fait qui agit comme un talisman et qui donne encore plus de puissance au Chaosmos. Donc en fait les francs-tireurs ont décidé qu'il fallait absolument récupérer cette ode, la brûler, enfin la ridiculiser, l'humilier, bref, pour commencer à porter un coup au Chaosmos. L'onde chaotique en fait c'est un concept qui est créé par un poète, et en fait ça représente la façon dont la violence passe d'un individu à l'autre. Alors en fait, le poète appelle ça onde chaotique parce que c'est comme si voilà, une onde traversait les esprits et enrôlait les gens au service du Chaosmos. Mais en fait, les scientifiques sont un peu plus rigoureux que le poète. Et en fait, les scientifiques dans le livre considèrent que c'est plutôt une sorte que l'onde chaotique ne naît pas, comment dire, d'une façon surnaturelle, mais il y a une saturation en fait de tension à l'intérieur de nos sociétés modernes. Il y aurait comme un trop-plein en fait, des tensions accumulées à la suite des guerres, de l'Holocauste, des crises économiques, etc. Il n'y a plus de place pour l'espoir en fait en nous, et c'est ça en fait qui déclencherait dans la première partie ce déferlement de violence qui s'exprime désormais hors des sphères intimes, c'est-à-dire hors de la famille, hors des relations amicales, et en fait chaque individu déverse sa colère sur le premier venu, par effet de saturation en fait. Psychosociologue, c'est une profession qui revient de façon récurrente dans mes bouquins. Dans Vie et Mort, il y avait déjà les psychosociologues, c'est mon premier. Là, ils sont là. Celui que je suis en train d'écrire, ils reviennent. Bref, ça serait un petit... Je pense que symboliquement, ça représente l'écrivain, en fait. C'est-à-dire que l'écrivain n'est pas que un faiseur de romanesque. Enfin, il ne doit pas n'être que ça, en fait, pour moi. Il doit aussi analyser les rapports de force au sein des sociétés, tout ça, et établir des constats, proposer des remèdes, mais de façon romanesque, hein, pas de façon dictatoriale, comme un expert. Hein. Et en fait, c'est ça, le psychosociologue, voilà, ça serait l'écrivain. Et en fait, dans le livre, mon héros, en fait, Ned Peterson, crée des instituts de vigilance qui sont en fait comme des sentinelles et qui repèrent dans nos sociétés modernes une détérioration des rapports collectifs. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est lui qui va donner l'alerte quand il va y avoir dans le métro new-yorkais une série de duels, vraiment de type western, c'est-à-dire des gens qui se regardent, qui se défient et qui se flinguent. Et en fait, c'est lui qui va dire « Oh, là, il y a un truc qui est en train de se passer ». Il va déclencher des balises d'alerte à travers... et comme il y a des instituts de vigilance à travers le monde entier, les balises vont commencer à s'alerter et voilà, on va s'apercevoir qu'il y a une vague de violence qui déferle sur le monde, liée à cette saturation de tension dont j'ai parlé tout à l'heure. Science-fiction, non, parce qu'il n'y a pas... comment dire, il n'y a pas de rupture avec le temps présent, il n'y a pas les machines volantes, tout ça, c'est pas du high-tech, mais voilà, c'est plutôt une réflexion sur notre monde d'aujourd'hui et essayer de montrer les failles. Par exemple, ce pessimisme ambiant, je le trouve vraiment insupportable, donc j'ai voulu
J'ai voulu à la fois démontrer vers où ce pessimisme ambiant pouvait nous mener et comment en sortir. Et c'est vrai qu'il y a de la sociologie, ça j'adore, oui. Mais par contre, je donne pas de leçons en fait, c'est juste des ambiances romanesques. Voilà. Par exemple, l'avènement de l'autobiographie à la fin du roman, c'est pas non plus un remède exact, c'est simplement à l'intérieur du roman, c'est tel l'antidote possible. Mais je donne pas de leçons, la littérature, ça sert pas à ça. Ça, je passe beaucoup de temps. En fait, il y a la phase d'écriture, quelques heures, 2-3 heures par jour, et en fait, sinon, c'est vraiment de la réflexion. Ouais, je peux rester assis. C'est une obsession en fait. Mais le roman se crée petit à petit en fait. Je n'ai pas du tout, quand je commence, je n'ai pas du tout la fin, les ingrédients de la recette. C'est vraiment. En fait, c'est ça qui est bien, je tisse ma petite toile et il faut que. En fait, je choisis la meilleure direction. Par exemple, pour Chaosmos, j'avais 3-4 directions différentes. J'ai balancé, je sais pas, peut-être 1000 pages pendant le cours de l'écriture de ce roman. Et voilà, donc en fait, c'est comme si c'était le roman qui me dit emmène-moi dans la bonne direction, là tu te gourres, alors j'efface et je reprends. Et donc après, voilà. Mais c'est la base, c'est l'obsession. Et avec l'obsession, on y arrive, forcément. C'est du vrai romanesque comme j'aime le lire, par exemple, chez des auteurs comme Thomas Pynchon, tout ça. C'est vraiment le... J'adore. Il y a Thomas Pynchon et Cadic, par exemple, pour les Américains, Houellebecq pour les Français. Ça serait le... Et puis Homère. Homère que j'avais lu avant. Et en sachant que j'allais un petit peu... je voulais lui rendre hommage, donc voilà, je l'ai lu avant. Mais oui, Pynchon, par exemple, énormément en fait. Parce qu'en fait, pendant que j'écris, il faut que je lise des romans qui tirent mon écriture vers le haut, parce qu'en fait c'est très facile à une écriture de s'affadir et de choisir la facilité en fait. C'est vraiment, ça c'est le piège. Donc en fait j'ai toujours les bouquins que je considère comme des bouquins maîtres et de référence, et je les pose sur ma table de chevet, et de temps en temps je vais jeter un œil et ça me rebooste. Donc Pynchon, voilà par exemple, qui est vraiment pour moi un des plus grands. Au niveau où vraiment il fait exploser le champ romanesque, il n'y a aucune limite à son imaginaire, et ce que j'adore c'est s'il doit écrire un truc, il écrit. Et ça il renonce à rien, et ça c'est ce qu'il faut faire je trouve en matière de romanesque. C'est ce que j'essaye de faire. En fait si on devait résumer Chaosmos, on pourrait dire que c'est une réflexion romancée, c'est-à-dire il y a de la théorie, mais qui sert à créer du romanesque. La théorie se dilue, donc elle n'est pas rébarbative, elle doit rester plaisante en fait. Et c'est ça le vrai challenge, en fait, c'est arriver à doser ce rapport entre théorie et romanesque. Quand je m'assieds ou je m'allonge, voilà, j'écoute comme ça, mon imaginaire me parler du monde, et en fait ce qu'il me dit n'est jamais déconnecté en fait de la réalité du monde. Mais j'en fais quelque chose de romanesque. Mais c'est pour ça des fois j'ai des amis qui me disent « Ah mais toi t'es complètement dans ta tour toute la journée à écrire et tout ». Et je fais « Non, pas du tout. Je suis pas déconnecté, au contraire. Je trouve un biais pour creuser des choses que je ne verrais pas forcément si j'étais pris dans le tumulte du quotidien, qui lui éloigne plus paradoxalement, je trouve, de soi et du monde que la méditation que devient l'écriture quand on la pratique comme ça, de façon obsessionnelle.